Donc, bonsoir tout le monde. Mario Gladu. J'ai fait le chemin de Tours et puis le Camino Frances il y a maintenant presque 18 mois, si on se fie au départ. Donc, ça a été du 4 avril au 22 juin. Là, je suis obligé de raconter 3 mois en 2 heures. OK? Donc, les questions à la pause, vous pouvez venir me voir. À la fin, il y a mon courriel que vous pouvez prendre en note immédiatement, ceux qui ont un papier et un crayon. gladu.mario@videotron.ca. Si vous avez des questions plus spécifiques ou des trucs que je n'ai pas parlé ce soir ou que j'ai skippé, parce que, bon, les choses étant ce qu'elles sont. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre, évidemment, comme je pense que tous les conférenciers font là, présentement. Donc, Camino Frances et Via Turonensis, go! Donc, on va le faire en 2 temps. Au début, je vais vous parler de l'origine de mon chemin puis de la Via Turonensis. On va faire une pause et puis après ça, ça sera le Camino Frances, donc la partie espagnole. Les origines de mon chemin. Donc, mine de rien, ça fait 25 ans que j'ai mûri ça, hein? Comme un petit escargot lentement, hein? Donc, 25 ans pour mûrir tout ça. Ça a commencé en 96 quand j'ai entendu Denis Leblanc, un des premiers au Québec à avoir marché, Denis Leblanc, qui avait fait un spécial à l'Aventure, une émission de Radio-Canada avec M. Blondin. Il avait parlé pendant 5 heures, une heure par jour. Donc, c'était l'Aventure en 96. Après ça, il y a eu le Journal d'un pèlerin, son livre, qui a été publié papier, mais dans un autre millénaire, c'était sur Internet, straight pipe comme ça, quasiment en PDF. Donc, j'avais lu son Journal d'un pèlerin moderne aussi, en 96. Un ami, pour ses 50 ans, voulait faire Compostelle. Ça, c'était en 2005. Il a abandonné le projet parce qu'à l'époque, c'était mal vu de ne pas transporter ses bagages, de faire transporter ses bagages. Donc, lui, quand il a vu qu'il fallait qu'il transporte son sac pour être un vrai pèlerin, il a abandonné. Ça, c'est en 2005, mais moi, j'avais 3 enfants entre 0 et 3 ans. Donc, on va attendre un petit peu avant de faire le Compostelle. Mais ça m'a permis de remettre le chemin dans ma tête à ce moment-là, en 2005. Et puis, j'ai fait plusieurs marches d'entraînement. Au fil des ans, j'ai fait des marches québécoises, là, le chemin des sanctuaires, le chemin des navigateurs. J'ai fait un tour de l'île d'Orléans. J'ai fait une marche Sainte-Anne-de-Beaupré, Gaspé de Jacques Bolduc. C'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, finalement, le chemin des Outaouais, que plusieurs d'entre vous allaient faire en premier comme marche pèlerine, mais moi, je l'ai fait en dernier. Donc, c'était en 2022. Évidemment, d'innombrables reportages, documentaires, récits, lus, vus et entendus, dont le film de 4,1 km/h sur le chemin de Compostelle, The Way. Puis, donc, je suis membre aussi de l'Association du Québec à Compostelle depuis 2018, parce qu'au départ, j'étais supposé le faire en 2018, mais d'autres contraintes ont fait que je l'ai fait en 2023. Donc, la persévérance, hein, comme vous pouvez voir. Pourquoi la Via Turonensis? Donc, tout le monde sait que les 4 chemins principaux, en tout cas ceux qui sont membres de l'association, les 4 chemins principaux, Paris, Vézelay, puis Envelay et puis Arles. Donc, pourquoi le chemin de Tours, la Via Turonensis? Tout simplement parce que c'est le plus long. Donc, on m'a dit, c'est quoi le plus long? OK, je le veux. Je vais faire la voie de Tours. Et puis, j'ai mes ancêtres qui viendraient de Poitiers, mes ancêtres du côté de mon père. Donc, le chemin de Tours passe par Poitiers aussi. Donc, c'est une autre des raisons. Je voulais faire un peu de recherche généalogique là-dessus. Et puis, évidemment, la richesse de l'histoire, l'architecture, l'art roman, toutes les guerres. Et puis, il s'en est passé beaucoup de choses. Hein? Ça fait quand même quelques milliers d'années que ça existe, l'Europe. Et puis, ça m'a permis aussi de voir plusieurs villes assez grandes pour du repérage, je vous dirais, pour de futurs voyages là-dedans. Et puis, j'habite sur la rue de Tours. J'avais pas le choix. Et puis, j'avais déjà l'intention de faire le chemin de Tours avant que j'habite la rue de Tours. Et quand j'ai habité la rue de Tours, je me suis rendu compte que j'étais sur la rue de Tours quand j'ai signé mon offre d'achat pour la maison. La banlieue, hein, toutes les rues sont pareilles. C'est rien qu'à ce moment-là qu'on remarque le truc. Les outils de navigation que j'ai utilisés pendant mon périple, évidemment, moi, j'ai fait avec le Miam Miam Dodo, Paris-Tours, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est utilisé sur une base quotidienne. Le Camino Frances avec Miam Miam Dodo, que j'ai utilisé avant le départ seulement. Je ne l'ai jamais sorti de mon sac. À partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne l'ai jamais ressorti de mon sac. Je l'ai sorti de mon sac à Montréal.
J'ai utilisé Buen Camino, une application que la plupart des gens qui sont moindrement intéressés par Compostelle connaissent. Et puis, je me suis dirigé avec OSM AND, qui est une carte sur le téléphone, qui ne bouffe pas de data, parce qu'il fonctionne avec le GPS. Donc, vous avez le point bleu, je suis ici. Il n'y a pas de point bleu, mais bon, dans le téléphone, il y en a un. Et puis, on se dirige facilement avec ça. Moi, ça a été une révélation. Donc, je vous donne quelques exemples ici. On est dans le coin de Bordeaux. Donc, on a même... c'est vrai, il y a un pointeur là-dessus. Donc, il y a même la croix de Saint-Jacques sur le chemin. Évidemment, ça peut un peu bouger entre, mettons, le miam-miam de dos et la réalité, parce que il y a les GR et tout ça, mais juste pour vous dire que quand on clique sur la coquille Saint-Jacques, on dit qu'on est sur la Via Turonensis, étape 5, entre Sainte et Bordeaux. Et puis, toutes les lignes rouges, c'est le chemin que je vais faire. Et puis, il y a les variantes en bleu aussi dans cette application-là. Donc, OSM AND. La version gratuite vous permet de télécharger toutes les cartes dont vous avez besoin à partir de Paris. Fait que j'imagine que si vous faites un des trois autres, vous allez avoir aussi le même nombre de cartes, parce que là, on parle de régions administratives et de départements en France, mais où suis-je? Je suis ici. Bon, OK. Donc, ça m'a permis de me perdre seulement que 2 fois sur quelques kilomètres. Évidemment, le répertoire des Amis du chemin de Saint-Jacques à Saint-Jean-Pied-de-Port, ça, c'est indispensable. Là. C'est l'édition d'avril 23, celle que j'ai utilisée. Donc, on a tous les endroits où il y a des auberges, les différentes informations concernant l'auberge, et on a le kilométrage qui s'ajoute d'un village à l'autre ici. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai dormi là, j'ai dormi là, j'ai dormi là, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas sorti mon guide Miam Miam Dodo sur le Camino Frances, parce que, vous savez, ceux qui ont déjà fait le Camino Frances, il faut vraiment être cancre pour se perdre. Quelques statistiques. Donc, 80 jours, 79 étapes. Évidemment, ceux qui m'ont déjà vu, quand on a les tables d'information, c'est moi qui ai le grand panneau blanc avec toutes les statistiques. François, un ami ici qui est présent ce soir, m'avait concocté. Il m'est arrivé avec... Je voulais faire ça. J'arrive de voyage, il me le donne. Oh, mon Dieu, c'est merveilleux. Donc, quand vous me voyez avec la grande pancarte, c'est François qui a fabriqué ça. Donc, 1863 km, 1036 en France, par le GR3, GR655, du 4 avril au 18 mai. 827 km en Espagne, le Camino Frances du 19 mai au 22 juin. 23,5 km par jour, 538 heures de marche, incluant les pauses. La plus grosse journée de marche a été 36 et 35 km. Et puis les plus petites ont été 12 km à 2 reprises, une fois parce que ça me tentait d'arrêter, on va le voir plus loin, c'était au Cebrio, en Espagne, où j'ai décidé de juste monter la butte puis de rester là. Et puis une autre fois, ça donnait que j'ai fait 12. Donc, une moyenne de 6,8 heures de marche par jour entre le départ et l'arrivée au quotidien. Et puis moi, j'étais vraiment lent, 3,4. Loser. 3,4. Oh, petit joueur. Le coût de cette aventure, parce qu'évidemment, la liberté a un coût. Généralement, la France est le double de l'Espagne au quotidien pour les frais de base de gîte, mais la France est souvent en demi-pension. Je me suis gâté en allant presque toujours au resto, parce que pour moi, c'est comme le voyage d'une vie. Là, donc, 3 mois, puis c'est la première fois que je voyageais seul aussi dans ma vie. Donc, le resto. Le prix d'épicerie est moins cher en Espagne, mais il y a moins de casseroles dans les gîtes, fait que on va au resto, finalement. Il faut enlever 10 jours parce que j'ai fait en amont et en aval de mon chemin en tant que tel. J'ai passé une dizaine de jours à Paris, fait que j'ai pas commencé à essayer de diminuer le montant que j'ai dépensé pendant ces 10 jours-là, mais on peut dire 1 000 $ facilement, là, 10 jours, 100 $ par jour. Et puis, repas en auberge de pèlerins lorsque obligé ou les gens agréables. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être obligé avec des gens agréables, ça peut être obligé avec des gens pas agréables. C'est vraiment... tout est possible, mais quand c'est obligé, c'est obligé.
Donc, en moyenne, c'est 70 € en France par jour. Là-dessus, ben, il y a un 30-40 € pour les demi-pensions. Et puis, donc 45 jours, 3150 €. 35 à 40 € en Espagne, là, quand on y va avec l'auberge municipale à 8-10 €, puis le repas du pèlerin entre 8 et 13 €, puis la bière. Donc, un total d'environ 8 000 $ pour les 3 mois. J'ai eu la chance d'avoir des euros à 1,30 en octobre 22. Et donc, je suis parti avec quelques centaines d'euros dans mes poches cachés un peu partout. Faites pas ça. Mettons 1500 cachés un peu partout dans mon sac. Je me fais voler mon sac, il est caché partout, mais en tout cas. Voilà. Mais oui, j'avais eu une 30 à ce moment-là, en octobre 22. Et puis évidemment, ben, on peut faire mieux que moi facilement parce que je me suis gâté. Donc, on y va avec, c'était toutes les informations, toutes les statistiques, fait qu'on y va à Paris puis à l'Île-de-France. Oui, c'est possible de sortir de Paris à pied. Oui, ça prend 3 jours pour dépasser le RERC qui va au sud de Paris. Massy, Arpanjon et Étampes, ce sont les 3 étapes avant de sortir de l'Île-de-France et du circuit du RERC qui va au sud de Paris. Vous pouvez partir d'Étampes, c'est la dernière ville, le terminus du RER, c'est bien sûr. Oui, ça vaut la peine de voir tout ça où nous mène parce que, la banlieue, c'est dangereux. Non, c'est beau 2 jours sur 3, vous allez le voir, là. Il y a une journée vraiment qui est plus banlieue. Et pour ces 3 jours-là, ben, c'est seulement des hôtels. Donc, c'est des hôtels standards, là, que ce soit comme First Suite ou... oui, vous serez surpris des paysages si près d'une métropole. Non, on ne peut pas monter en haut de la tour Saint-Jacques, mais c'est faux maintenant. Moi, quand je suis parti au mois d'avril, on ne pouvait pas encore monter, c'était en rénovation. Mais depuis mai 23, je suis parti en avril. Ça, c'est mon karma. Hein. Vous allez voir, ça va revenir souvent. Ça. Vous savez, les horaires français commencés. Hein? Bon. Donc, depuis mai 23, on peut remonter en haut de la tour Saint-Jacques. Je pense qu'il y a 75 personnes qui peuvent monter en haut de la tour, mais l'escalier est tellement serré que c'est juste un one-way. Tu montes. Donc, c'est pour ça que c'est limité à un certain nombre, si peu de gens. Puis, quand vous sortez au métro Hôtel de Ville, ben, allez pas vers Notre-Dame. Parce que la tour Saint-Jacques est de l'autre bord. Ça commence avec 1 kilomètre de plus au compteur. Et non, c'est pas dangereux. Donc, la tour Saint-Jacques, c'est le clocher de l'église Saint-Jacques de Boucherie qui a été démoli lors de la Révolution. Il reste un clocher. Et puis, comme je vous disais tantôt, ben, c'est ça, là, je l'ai raté. Et puis ça, c'est une plaque qu'on a donnée à la France en 19... Les Espagnols ont vu qu'il y avait une bonne manne économique, là, fait que, on va lui donner une plaque aux Français pour dire qu'on les remercie. Ça, c'est sur le côté de la tour. Et là, je repasse devant Notre-Dame pour vrai. C'est ma première journée. En passant, on est parti le 4 avril à 10h15 du matin. Et puis, ben, il y a les fameux clous pour se diriger dans Paris. On sort par Oberkampf et puis on prend la coulée verte. Si jamais vous allez fouiller là-dedans, c'est la coulée verte avec laquelle on sort de Paris. Et puis, on part à 10h15, puis vers 1h30 de l'après-midi, vous arrivez devant le premier choix, des innombrables choix, la première variante. Donc, pour le chemin de tour, on peut passer par Chartres ou par Orléans. Et puis, c'est tout simplement juste dans la première ville, à l'extérieur de Paris, qu'on a ce choix-là. Moi, j'ai passé par Orléans. Donc, moi, je suis sur la piste cyclable de la coulée verte. C'est quand même pas pire. Hein? Il n'y a pas de roche. Il n'y a pas de cailloux. C'est de l'asphalte, c'est dur, mais bon. Et puis, si jamais vous voulez voir le château de Sceaux ou le cimetière de Bagneux, qui sont des sites historiques français, ben faites pas comme moi, puis sortez de la piste cyclable, finalement. C'est pas que c'est pas joli, mais j'ai raté plusieurs belles choses en me limitant à la piste et le chemin proposé. Donc, c'est mon apprentissage du chemin. On est toujours dans la première journée. Donc, là, on est entre Massy et Arpajon. Là, on est à 20 km de la tour Saint-Jacques. Fait que, tu sais, la banlieue, là, c'est quand même pas mal. Là. Donc, entre Massy et Arpajon, donc Massy, c'est la première journée, Arpajon, c'est la deuxième. Et puis, il y a du confort, même en Île-de-France, comme vous pouvez voir, entre Massy et Arpajon, là, il y a même un pouf sur le fauteuil, c'est de toute beauté. Et on est dans un hameau de Torfou.
Donc, on est encore entre Arpajon et Étampes. On est encore en Île-de-France, avant que le RER. Le RER je n'ai pas dépassé le RER encore. Donc, champ de colza, un puis un autre. Vous aimez ça, le colza? C'est très bon. Bon, ben, au mois d'avril, c'est ça. Et puis, Étampes, on l'appelle la Venise de France parce qu'il y a une 20-25 moulins à eau, là, tout le long le long de la Juine, qui se trouve à être la rivière qui passe là. Donc, vous voyez, on est encore à Étampes, la dernière ville où le RER passe. Fait que vous voyez que Paris, sortir de Paris, c'est quand même agréable. Ah, ben là, ouais, là, je suis seul, hein, je suis parti seul. Fait que le cerveau se met à... Déjà, en dedans de 3 jours, le cerveau se met un peu à fait que... Il y a les 1000 bornes, hein, vous avez tous joué aux 1000 bornes, hein, les bonnes vieilles bornes, ils existent encore. Évidemment, l'URSS, pas l'URSS, mon Dieu, je vais trahir mon âge, l'URSS, la Russie a envahi l'Ukraine, puis bon, ça faisait une couple de mois, puis là, je passe là, puis là, je vois poste électrique, déformation professionnelle, je suis retraité d'hydro. Ukraine, le poste Ukraine, danger de mort. Ben oui, c'est comme... Et puis là, ben, je sais pas c'est quoi ça, je pense qu'ils ont des pistes pour les culs de jatte en France, mais je vois pas quoi d'autre que ça pourrait être. Fait que vous voyez, des fois, déjà au bout de 3 jours, le cerveau se met à avoir des drôles d'idées. Là, on est rendu dans le 45. Pour ceux qui vont faire le chemin de tour, dans le Miam-Miam de dos, il y a les associations jacquaires départementales. Les numéros de téléphone sont là. C'est la ressource principale de mes dodos tout le long de la partie française. Donc là, on est dans le 45. Bonjour, donnez-moi des numéros, s'il vous plaît. À ce soir, je couche à Achères-le-Marché. Bon, ben il y a Thérèse, il y en a. Bon, fait qu'ils en donnent 2, 3. Si vous ne trouvez pas, appelez-moi de nouveau, puis on va vous en donner d'autres. J'ai toujours fonctionné avec 1 ou 2 journées d'avance. Je savais où j'allais dormir 1 ou 2 journées d'avance parce que je suis parti en avril, mai, les innombrables congés de mai, donc je n'avais pas le choix d'être vraiment 1 journée ou 2 d'avance là, pour mes dodos. Évidemment, en demi-pension, c'est souvent des anciens pèlerins, donc on a déjà un point en commun, puis la conversation coule de source là, dès l'arrivée. Donc, Achères-le-Marché, ben, c'est le marché, hein, vous l'avez deviné. Donc, dans le fond, ce que la diapo est en train de dire, ce que je viens de vous dire. Oh, première bande kilométrique. C'est un peu rudimentaire, mais elle est là pareil. Donc, vous êtes à 1634 km. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Donc, c'est Pâques. C'est la première journée fériée. Fait qu'il faut faire des provisions parce que tout est fermé. Ah, ça, c'est de toute beauté. Une distributrice de baguettes. On ne pensait pas, hein? Peut-être que ceux qui ont été en France, mais là, hein? Pour 1 euro, vous avez une baguette. C'est le bout de la... Vraiment, là, ça, c'est vraiment des petits hameaux où il n'y a plus de commerce, donc on a installé... Mais il est bon, hein? Il est frais. Comme le poisson d'ordre alphabétique, s'il est frais, le pain est très bon. Ça, on était à Villeroy, vers Orléans. Et puis Orléans, mais Mario, tu as pris cette photo-là sur Internet. Comment ça se fait? Non, ça, c'est le lundi de Pâques, le matin. C'est fermé, c'est férié. Donc, j'ai pu prendre cette photo-là avec... Oh, il y a un char. Ah, bon, il y a une voiture. Donc, c'est la cathédrale d'Orléans, et puis Jeanne d'Arc, là, ça a été aussi ma première auberge pèlerine de 8 lits. Et puis, c'est ma première rencontre de pèlerin, et puis première rencontre significative, Hugues, qu'on va revoir tout le long de la soirée. Donc, c'était la... Donc, en dedans de ma première semaine, c'est là que j'ai fait 35 km pour rallier Orléans. Et puis là, j'étais vanné parce que je n'étais pas en jambes encore à ce moment-là. Donc, il a fallu que je prenne une journée de pause. Donc, le lundi de Pâques, je l'ai passé à me promener dans Orléans, à me cogner le nez partout parce que tout était fermé. Donc, c'est la Loire à Orléans. Fait que c'est pas si pire, hein, avec les magnolias puis les arbres en fleurs. Donc, on est à Orléans, carrément. Sur la Loire, on est toujours en bordure de celle-ci grâce au chemin de halage. Donc, à l'époque, la Loire était un gros lieu où on transportait les marchandises et puis c'était des radeaux ou des touées
qui étaient tirés par des chevaux de chaque côté de la Loire. Donc, ces chemins-là existent encore, et puis c'est les chemins de halage qu'on prend. Beaucoup sont transformés en pistes cyclables. Donc, évidemment, c'est la saison, et c'est plat. Donc, en passant de Paris jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 400 mètres de dénivelé, quand même. Donc, et puis, bon, c'est la Loire. As-tu vu des châteaux? Ben, les châteaux de la Loire, ben, évidemment, les gens à l'époque, ils construisaient des châteaux sur des promontoires, hein, parce qu'ils voulaient voir l'ennemi. Puis les promontoires ne sont pas à côté de la Loire. Donc, c'est toujours des détours de 3 à 5 kilomètres. Tu veux-tu aller visiter un château, 3, 6 ou 5, 10, puis là, plus le temps que tu passes là, fait que je vais recoucher à la même place que j'étais là la veille. Donc, j'en ai vu deux, mais j'ai pas fait les classiques, là, on va y quand même, on va y arriver. Donc, faut penser que si on va dans la Loire, mais ceci dit, le vin est toujours aussi bon dans la Loire, même si on ne va pas des châteaux. Ici, on est à Blois. C'est une infime partie du château de Beaugency. Sur la photo de gauche, c'est encastré dans la ville. Maintenant, la ville est tout alentour du château de Beaugency. Et puis, le Magnolia, je passais fréquemment, là, toujours comme ça. C'était de toute beauté, vraiment, là, de ce côté-là. J'ai quand même visité le château de Chenonceau. Donc, ceux qui connaissent un peu les châteaux français savent la particularité du château de Chenonceau, mais il a été aussi construit sur l'eau, qui était... ça, là, je ne le savais pas. Mais au départ, on avait seulement la partie... sur la maîtresse, c'était juste ça ici, c'était juste la petite tour, puis après, la tour qui est ici, puis après ça, on a construit le restant. Donc, le château de Chenonceau qui est construit sur la rivière. À cet endroit-là, j'ai passé 3 jours de congé chez des amis qui habitaient là, et j'ai pu me délester de 2 cannes de sirop d'érable que je transportais depuis Paris. Mon sac pesait entre 20 et 21 livres avec l'eau, puis après le château de Chenonceau, il pesait 18-19 finalement. Et puis, il y a le château d'Amboise, ça, c'est dans la ville d'Amboise, le château d'Amboise où les rois de France, c'était leur chalet. C'était pas leur chalet, oui. Avant Versailles, c'était là, oui, c'est vrai. C'était pas le chalet, c'était avant Versailles, c'était ça. Donc, c'était nuageux, brumeux cette journée-là, fait que cette photo-là, quand on la voit en plus gros, un petit côté dramatique avec ces remparts-là, puis le soleil. Et puis, j'adore les gargouilles. Donc, vous allez voir certainement des photos de gargouilles à nouveau. Donc, c'est le château d'Amboise, vu du jardin en arrière. Et puis, en contrebas, c'est la ville d'Amboise. Et puis, dans le fond, c'est adjacent au Clos Lucé. Le château d'Amboise est adjacent au Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est l'endroit où Léonard de Vinci habitait et où il est décédé aussi. Donc, il y avait un passage secret entre le château d'Amboise et puis le Clos Lucé. On disait que le roi allait jouer une petite game de cartes avec Léonard de temps en temps. Donc, le restant d'informations, je l'ai donné tantôt. Des maisons troglodytes en Amboise, donc c'est toujours rigolo. Je me souviens plus, je ne peux pas vous dire exactement, mais j'ai dormi aussi dans une maison comme ça. Il y a une auberge dans un village qui est... même s'il faisait 20 le jour, quand tu dors à côté d'une roche, tu chauffes le poêle. c'est assez froid et humide, mais c'est très sympathique comme maison. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, hein, probablement qu'eux, ils viendraient avec nos sous-sols, ça a émerveillé. Et puis là, on approche Tours. On est déjà à presque 2 semaines de notre départ. Donc, on est près de Tours. Ça c'est une touée cabanée qui peut servir de guinguette durant la période estivale. La touée est un bateau à fond plat pour le transport des marchandises, en lien avec le chemin de halage dont je vous parlais tantôt. Et puis, une touée cabanée, c'est une touée avec un abri pour les matelots. Normalement, l'abri n'est pas si grand que ça pour une touée cabanée parce que finalement, tu ne charries rien si la touée cabanée est là. Donc, c'est des guinguettes, je les ai manquées par une semaine. Bon. Et puis, nous voilà à la cathédrale Saint-Gatien de Tours, donc 15e journée de marche. Donc, de Paris à Tours, 2 semaines. Il y a beaucoup de gens qui commencent le chemin de Tours à Tours aussi. Donc, je me suis promené à Tours, j'ai fait un tour à Tours. J'ai fait
un petit tour, puis j'ai visité la ville quand même. J'ai pu laisser mon sac dans une consigne de magasin de vélo. Fait que je me suis promené à Tours, sans détour, pas de sac à dos. Et puis l'intérieur, un détail d'une fresque du Moyen-Âge à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gatien. On restaure ces fresques qui avaient été badigeonnées. Badigeonner, le terme, lors de la Révolution française, comme on voulait éliminer tout l'aspect religieux des trucs, on peinturait par-dessus des fresques. Et puis finalement, on voit maintenant avec une meilleure idée à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, les décorations à l'intérieur d'églises au Moyen-Âge. Donc, c'est des maisons, là, on est toujours à Tours, pendant que je fais mon petit tour de Tours. On a les maisons du début du 17e siècle à Tours. Non, c'est pas des décors d'Harry Potter, c'est vraiment des maisons. Celle de droite, surtout, là, ça m'a vraiment fait penser. C'est des gens qui ont été à Universal, c'est vraiment pareil, là, ou presque. Et puis, ben, ces maisons-là datent de l'époque de Marie Guyard, Mère Marie de l'Incarnation, qui est la fondatrice de la première école française pour les Amérindiennes et les petites Françaises en Amérique du Nord. Donc, son hub, son QG était à Tours. Et puis, évidemment, ben, j'ai pas pu visiter l'église de Marie de l'Incarnation parce qu'elle était fermée. Donc, on a des vestiges de la tour Charlemagne aussi. Puis la tour Charlemagne, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle avale les voitures qui s'y aventurent. Vous voyez, là, si on est en voiture, il faut faire attention là, parce qu'on peut se faire avaler par la tour de Charlemagne. Puis à côté, on a la basilique Saint-Martin avec la tour de Charlemagne encore. Les fenêtres et puis l'entrée, ça me fait donner l'impression d'un monstre géant qui va nous avaler. À Veigné, qu'est-ce qui se passe à Veigné? Il ne se passe rien, sauf que j'ai rencontré un deuxième pèlerin, sans le savoir, dans une pizzeria magnifique, parce que après 5-6 heures de marche, n'importe quelle pizzeria est magnifique, hein, ceci dit. Surtout quand il y a de la bière en plus de la pizza. Donc, c'est une pizza de malade qui a à peu près 50 cm de diamètre, là, mince. On y a fait la guerre. Et puis donc, on se retrouve au même gîte à Sorigny avec Hugues d'Orléans, que je recroise, parce que pendant que j'ai arrêté mes 3 jours à Amboise et puis le château de Chenonceau, ben, Hugues, qui était en arrière de moi, m'a rattrapé. Donc, on se retrouve les 3 à Sorigny, puis on va passer 7 à 10 jours ensemble, plus ou moins. Et puis là, ben, j'ai accroché une coquille à mon sac parce que j'avais oublié ma coquille du départ d'ici, qu'on nous donne. Je l'ai oubliée. Fait que je me suis pris une nouvelle coquille que j'ai installée sur mon sac. Et puis, elle était toujours là. Même quand je lance mon sac par terre à cause de la fatigue, du découragement, elle a tenu le coup, puis moi aussi. J'avais perdu, mon pain. C'est pas mon pain, c'est mon pins de l'association. J'avais mis la pins. Au lieu de dire, je ne mettrai pas la coquille, je vais juste mettre la pins après ma bretelle de sac. Ça n'a pas duré bien longtemps, fait que ça m'a pris une coquille pour me faire identifier plus facilement. À Sorigny, ben, vous voyez, une autre auberge pèlerin, deuxième. Donc, on a eu une à Orléans, puis là, on a une autre après. Les auberges pèlerins, c'est rare en France, tant qu'on n'approche pas Bordeaux. Des vaches françaises, comme on disait dans Les Voisins, ceux qui se souviennent de la pièce des Voisins de Claude Meunier. Des vaches françaises. Donc, paysage typique qu'on voit vraiment. On passe beaucoup dans la campagne, puis beaucoup à travers les champs, dans le chemin de Tours. Je me pose plus de questions sur mes genoux que sur ma capacité à avoir le sac sur mon dos. En descente, j'ai l'impression d'être une baleine échouée, puis il n'y a pas de descente sur le chemin. Fait que, vraiment, là, c'est vraiment c'est le fun que le cerveau nous amène ailleurs, puis qu'on oublie les petites douleurs quotidiennes de la première demi-heure, puis après ça, bon, ça va. J'ai une petite fixation sur les panneaux, comme vous avez pu remarquer depuis le début. Là. Ville perdue, dans 6 km. Donc, elle n'est pas perdue. Bon. Ah, sortie de carrière. Pour un pèlerin qui marche pour la première fois sur le chemin, à la retraite. Hein? Une sortie de carrière, je trouve ça sympathique. Et puis, ben, en marchant sur les routes nationales, ce qui est l'équivalent de nos routes secondaires au Québec, c'était avant qu'on construise les autoroutes en France, ben, on avait les publicités qui étaient peintes sur les bâtiments, comme on a ici au Québec, mais c'est toujours sympathique de voir une vieille pub comme ça peinte sur les bâtiments. Donc, c'était la pause panneau. Et puis, ben là, malgré tout, la solitude qui me fait faire des niaiseries avec des sorties de carrière puis des villes perdues, ben, je suis quand même en train de
de rattraper Benjamin ici, là. Donc, je ne serai pas seul bien, bien longtemps. Nous voici maintenant à Sainte-Catherine de Fierbois. Selon la légende, l'épée de Jeanne d'Arc serait l'épée de Charles Martel. Charles Martel, pour la petite histoire, qui a gagné contre les morts, les Arabes qui sont montés jusqu'à Poitiers en 723 ou 732. Un petit peu de dyslexie, je ne me souviens plus, je pense que c'est 732, parce que 723, c'est mon ancienne adresse. Ouais, 732. Donc, Charles Martel a fait reculer les morts à Poitiers, et puis il serait venu déposer son épée à Sainte-Catherine de Fierbois, où une chapelle a été construite alentour de l'endroit où il a laissé son épée. Et puis c'est là que Jeanne d'Arc l'aurait récupéré, selon la légende, pour mener les troupes françaises lors de ses grandes victoires. Châtellerault. Hôtel particulier à Châtellerault, l'hôtel Sully, où nous avons dormi avec Hugues et Benjamin. Ça fait juste 2-3 semaines que je suis parti, puis je me répète sans cesse que je dois accélérer ma marche. Même après 3 semaines, je me demande si je vais arriver en 3 mois. Tu sais. C'est fou, le cerveau est toujours en train de calculer. Bon, là, je suis rendu là, il me reste 10 km avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Après ça me prend un mois, 40 jours pour le Camino Francés. C'est assez épuisant. Ben, malgré les rencontres, ben, je pense à ma marche. Fait qu'à tout bout de champ, je suis là. Ah non, je les laisse ici, je vais continuer à marcher. Puis, non, je les laisse là. Bon, puis finalement, on niaise avec eux autres encore un peu plus longtemps. Donc, l'hôtel Sully, l'hôtel particulier, mais si on a dormi dans les anciennes écuries à droite, on n'a pas pu dormir dans l'hôtel particulier. On aime bien ça, transformer les écuries en auberges pèlerins. Donc, il me reste 500 km avant Saint-Jean-Pied-de-Port, puis là, après Poitiers, j'accélère. Là, je pars. Bon, je m'étais dit ça après Orléans, puis Tours aussi, mais... Donc, entre Châtellerault et Dissé, ben mais ça a été ma première rencontre de ruines romaines. Donc, c'est la porte d'entrée de l'ancienne ville romaine de Briva, qui est une ville de 4000 habitants. Donc, on est à côté de Poitiers. Un grand parc aménagé, vraiment très intéressant. C'était ouvert. Donc, on a pu visiter un peu. C'est le théâtre gallo-romain du vieux Poitiers. Et puis, le château de Dissé. Pas de Disney, mais de Dissé. Il est plus confortable que le truc romain, mais avoir le menu, c'est ça. On va aller prendre une bière avec les copains à l'auberge de Dissé. On n'arrêtera pas au château. Donc, Hugues dans le milieu et Benjamin. Hugues que j'ai rencontré à Orléans. Vous allez voir, j'ai souvent ce chandail-là. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, Hugues est parti sur un coup de tête. Lui, il est à côté d'Euro Disney, en banlieue est de Paris. Puis, parti sur un coup de tête, puis il l'a fait. Et puis, Benjamin, lui, arrête à Bordeaux. C'est un Marseillais qui est parti de Tours et puis qui arrêtait à Bordeaux. Donc, nous voici maintenant à Poitiers. Donc, ici, sur la rue Sherbrooke, ici, à Montréal, sur la rue Sherbrooke, il y a le Golden Mile, où il y a tous les vieux bâtiments, mais à Poitiers, il y a 3 magnifiques églises dans 1 kilomètre carré. Je ne sais pas où ils prenaient leur cash, mais en tout cas, bon, peut-être que la main-d'œuvre n'était pas chère à l'époque, mais il y a 3 superbes églises en dedans d'1 kilomètre carré. Donc, la première que je rencontre, c'est Sainte Radégone. On peut dire qu'elle est sainte juste avec le prénom, pauvre chouette, Radégone. Radégone? Ah oui, à la maison. Donc, l'intérieur de l'église de Sainte-Radégone. Hein? Quand même, oui. Quand même. Puis là, imaginez-vous, là, c'est des photos prises par le téléphone. Quand même fier de mon téléphone. Il prend des belles photos. Pas mal fier de lui. Et puis, à côté, il y a la cathédrale Saint-Pierre. Une construction qui a duré entre 125 et 150 ans, entre 1150 et 1275. À peu près, là, rendu 122, 123. Vraiment, c'est pas une grande différence. Donc, on est à l'époque de Léonard d'Aquitaine et d'Henri II, au moment de sa construction. Et puis, on fait une belle petite touche moderne là, sur le pavé uni qui est sur la place en avant. On amène l'ombrage des portes. C'est vraiment rigolo. Donc, 2 de 3. Et la 3, gargouille. Donc, la rosace et puis le fronton. C'est vraiment fascinant.
Donc, la troisième, Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, 1086. Elle va avoir 1000 ans dans 50 ans, dans 60 ans. C'est un chef-d'œuvre de l'art roman, puis elle a encore un charme fou, puis bon, ben, elle a un charme fou parce que mon ancêtre français, Pierre Godu, parce que ça s'est passé de Godu à Gladu, probablement qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de dents ou qui avait des problèmes d'élocution. Donc, mon ancêtre aurait été baptisé dans cette église-là, et puis son fils, Yves-Pierre Godu, s'est marié à Varennes en 1698. Donc, on voit encore une fois des restants de la Révolution où on a coupé des têtes. En fait, il aimait bien ça pendant la Révolution, couper des têtes. Donc, on le faisait même après les statues. Et puis, on a l'intérieur de Notre-Dame-de-la-Grande, encore une fois, décoré un peu de la même façon, mais les vitraux, un vitrail des vitraux sont magnifiques. Et puis, avec la toiture en bois, fait que faire attention quand on fait de la soudure en haut, s'il vous plaît, pour ne pas faire comme Notre-Dame de Paris. Donc, c'est des vitraux absolument magnifiques. Oh, petite pause panneau. Saviez-vous que GM a déjà fait des frigos? Bon, il y a certainement quelqu'un. Mais oui, c'est vraiment Pontiac, comme dans Pontiac, ça marche, Pontiac, les voitures. Donc, GM faisait des réfrigérateurs. Et puis, c'est une publicité. Donc, à Poitiers, on a une auberge pèlerine de 12 places, fort sympathique, avec des bénévoles très dévoués. Repas commun avec nos provisions, puis une base fournie par les bénévoles du gîte, c'est-à-dire un plat de lentilles. Hein? Donc, on vend notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, mais c'était bon avec toutes les autres affaires. Puis, quand tu as faim, c'est bon. Et puis après 24 km, ben, c'est bon. Donc, de Poitiers à Saintes et même jusqu'à Ponce, je marcherai avec Hilke, un jeune Hollandais de 18-20 ans, qui a débuté à Tours. Puis après Ponce, ben, il va disparaître dans la brume parce qu'il marche plus vite que moi. Puis je devais le retarder, comme moi, je pensais que les autres garçons, Benjamin et Hugues, me retardaient. Mais là, je me fais donner la monnaie de ma pièce. Tout est dans tout. Ah, un autre panneau qui date d'une autre époque. Hein? C'est plus... ça doit... Moi, je pense qu'il est des années 60-70, comme le chemin. Une vieille pancarte, tout rouillé, tout rouillé. Et puis ça, c'est rare. Si vous faites le chemin de Tours, puis vous voyez un banc, même si c'est dans une buvette, prenez-le. Prenez pas de chance. Donc, ce banc, c'est assez rare. D'ailleurs, je pense que l'autre personne qui avait fait une présentation du chemin de Tours, il y avait la même photo. C'est vraiment... Et puis, évidemment, on doit enchaîner ça parce qu'il y a des brigands sur le chemin. Donc, pause. Et nous, là, maintenant, rendus à Lusignan. Lusignan, qui est une ville dortoir de Poitiers maintenant, qui a déjà été une ville très, très active, très, très sympathique, mais là, c'est rendu un dortoir. Tous les commerces, c'est un peu laissé à l'abandon, là. Des vieilles enseignes de Kodak sur le fronton des commerces. Donc, ça date, Kodak. Et puis, mais c'est une très belle ville, puis j'aurais aimé ça, si ça avait été plus actif, là, très, très joli. Et puis là, on est rendu à Sebvray. Donc, Sebvray, j'ai dormi à la mairie de Sebvray, chez le monsieur le maire de Sebvray. Et puis, sur ces terres, il y avait ce pigeonnier. Donc, un pigeonnier, évidemment, c'était très important à l'époque du Moyen-Âge parce que c'était une source de fertilisant par le cloaque des pigeons. Et puis, c'était une source de viande rapide. Oh, il y a du monde qui viennent pour souper. Ils n'ont pas appelé avant. On va aller chercher quelques pigeons, puis on va se faire un petit gueuleton. Donc, viande et engrais sur la main. Donc, c'est un signe de richesse quand vous voyez un pigeonnier là, sur des terres que c'était probablement un seigneur, c'était pas un censitaire. Et puis là, on est rendu à Mel. Mel, une cabine téléphonique qui a été recyclée en bibliorue. Et puis le bœuf roi de Mel avec son horloge. Et puis là, le fait saillant de Mel, c'est la fameuse église Saint-Hilaire de Mel qui a été construite au 11e, 12e siècle. Elle est reconnue par les pèlerins par sa fameuse porte de côté où passaient les pèlerins. Et puis les chevets ici, c'était une nouveauté. Tu sais, là, nous autres,
parce que GM a changé, a mis un toit de vinyle, pas de toit de vinyle, tout est électrique. Mais eux autres, là, au 12e siècle, là, ça, c'était la nouveauté du siècle. C'était ces chevets-là qui étaient symétriques à l'arrière de l'église. Donc, pour la construction, c'était pas facile, donc c'était une première. Et puis, ça a été classé de patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez la reconnaître maintenant si je vous montre ça. Vous avez certainement vu ces photos-là de l'église de Mel dans les différents documents sur Compostelle. Donc, on a une photo du 19e siècle ici, avec le cheval. Et puis là, il y a eu la petite patte cassée depuis les 100 dernières années de notre ami, le cavalier. Donc, c'est l'église Saint-Hilaire de Mel. Et puis, bon, les fameux chevets, c'est parce que j'ai des formations professionnelles, dessinateur en architecture, des petites affaires de même, j'accroche plus sur des trucs comme ça. Puis le détail d'une colonne ou un ange prend soin d'un défunt. À Mel, je dormais chez une personne qui était peut-être à 4-5 km à l'extérieur de Mel, puis quand elle est venue me chercher à l'église Saint-Hilaire, elle dit « Là, je te ramène pas ici demain, là. » Elle dit « Tu vas continuer à partir de chez moi. Tu vas déjà avoir 4-5 km d'avancée. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zigné dans la ville de Mel pendant 4-5 km. Bon. Je me suis promené dans la ville de Mel pour 4-5 km pour... Ah, je l'ai fait. Ça, c'est le cerveau, hein, quand on est seul, des fois, ça se met à fonctionner de drôle de manière. Ah, mon ombre est à droite. Je vais dans le bon sens. Mais non, Mario, il faut que ton ombre soit en avant. Mais pas sur le chemin de tour, parce que sur le chemin de tour, vous descendez vers le sud. Donc, il faut que votre ombre soit à droite. Et puis, ben, sous les charmilles, la solitude est plus supportable. Ça, c'est la photo de droite. C'était vraiment... C'était pas pire comme décor. Et nous voilà rendus à Saint-Jean-Angély. Donc, comme beaucoup de villes médiévales, il y a toujours la porte d'entrée avec l'horloge et puis les constructions d'époque. Donc, Saint-Jean-d'Angély, qui est une belle petite ville aussi. Et le fait saillant de Saint-Jean-Angély, c'est l'abbaye royale. Donc, c'est 12 siècles d'histoire. Ça a été démoli et rebâti à 4 reprises à travers les guerres, les invasions. Et cette abbaye qu'on voit ici sur la gauche, ça date du 17e siècle. Puis après la Révolution, ça a abrité un collège jusqu'en 1984. Et puis depuis 1985, c'est un monument historique. Et puis les tours à côté de l'abbaye royale, c'est le symbole de la ville, dont la construction a été arrêtée pendant la Révolution. Puis quand on dit arrêter, c'est comme arrêter. Donc entre Saint-Jean-Angély et Lafrodière, une maison en bois qui sort de nulle part, parce qu'on sait tous que c'est souvent en béton puis en ciment les maisons, et puis c'est recouvert de chaux, mais une maison en bois d'époque, c'était assez particulier. Puis à Lafrodière, ben, on a ici une tour moyenâgeuse qui servait à communiquer entre les villages grâce à des feux qu'on faisait en haut. Et puis, ben, j'ai voulu rentrer dedans. Non, c'était ouvert. Mais moi, je passais pas. Fait que, pip, 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 pip. Je dis, ah, c'est mon sac qui passe pas. J'enlève mon sac. Non, c'était pas le sac, finalement. C'était le garçon qui passait pas. Rencontrer 3 pèlerins à cet endroit-là qui marchent une semaine, je ne les reverrai pas, donc on n'en parle pas plus que ça. On arrive à Saintes, qui est une autre grande ville sur le chemin de Tours. Donc on arrive par les quartiers industriels, on passe à côté de l'usine d'épuration des eaux. Voilà une petite idée de ce que ça peut avoir de l'air. Et puis moi j'aimais ça, j'aimais cette photo-là à cause de l'architecture industrielle, là, qui est très typique du 20e siècle, là. En tout cas la première moitié. On arrive vers la fin parce que ça date de 1950. Et puis à droite, on a la basilique Sainte-Eutrope avec la crypte où les restes de Sainte-Eutrope sont exposés. Ben, c'est fermé, là. Ils ne montrent pas le squelette, là. C'est vraiment les restes de Sainte-Eutrope. Et puis l'auberge pèlerine est dans les anciennes écuries de la basilique. Hein. Vous avez déjà entendu ça, hein, tantôt? Donc, c'est la Charente. À Saintes. Donc, l'auberge pèlerine de Saintes, 5 des 6 lits étaient occupés avec Thibaut Hilke, mon Hollandais que je vous disais rencontrer à Poitiers. Je vais marcher toute la journée avec Hilke vers Ponce où on va dormir dans une autre auberge pèlerine. Puis juste à côté de Thibaut,
que je croiserai plus loin. Lui, il est parti de chez lui à Tours, puis il s'en va voir ses grands-parents au Portugal. Il y a du temps. Un jeune homme qui fait son voyage de sac à dos de 20 ans, et puis, je m'en vais au Portugal voir mes grands-parents. Bon, je ne suis pas tout seul de fou, finalement, sur ce chemin-là. Donc, on est maintenant dans la crypte de la basilique Saint-Eutrope. C'est vraiment... là, les photos ne rentrent pas bien, mais c'était vraiment un éclairage très, très particulier. Puis, les asthmatiques, faites attention, il y a un petit peu de moisissure aussi dans le sous-sol de la basilique de Saint-Eutrope. Mais les colonnes sont magnifiques à cet endroit-là aussi. Pétard. Et puis, il y a une arène romaine à Sainte. Il y a une ancienne aréna, juste en arrière de la basilique de Saint-Eutrope. Donc, les anciens gradins. On est rendu le 1er mai. Qu'est-ce qu'il y a le 1er mai? Est-ce que j'ai pu visiter l'arène romaine? Et ça, Sainte, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Je l'ai raté. C'est quand je me suis promené dans la ville de Sainte, j'arrive à un petit promontoire. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Je vais aller. Hein? Vous savez, je ne suis pas nécessairement une personne très religieuse, mais on est là pour ça, pour l'histoire, pour l'art, et je n'ai jamais trouvé. Donc, puis de toute façon, j'étais trop occupé à chercher de la bouffe. Hein, le 1er mai, tout est fermé, fait que ça me prenait de la bouffe. Et puis là, après Sainte, on va à Ponce. À Ponce, il y a le donjon de Ponce. Donc, après 26 km, un petit 136 marches pour se faire marcher d'autres muscles que la marche habituelle. Il ne faut juste pas se tromper de porte, hein, parce que sinon, on peut se retrouver à Stairway to Heaven. C'est pas trop long. Fait que, il y a une belle porte ici qui mène dans le trou, dans le milieu de la place. À noter, à Ponce, l'auberge pèlerine de 4 ou 6 lits est à côté de l'ancien hôpital du Moyen-Âge qu'on peut visiter, mais exceptionnellement le 3 mai. Ça vous donne-tu le goût d'aller au printemps? Donc, fermez le 3 mai, exceptionnellement, que c'était écrit sur le papier. C'est mon karma, hein. On n'a pas fini, on est juste rendu, on n'est pas en Espagne encore. Non, en Espagne, ça va. Donc, les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Non, c'est pas. Non, les blés sont très avancés au 3 mai. Je trouvais cette photo jolie avec l'arbre et les blés. Donc, cette journée-là, Ilke m'a rattrapé. Moi, je suis parti une demi-heure avant lui. Il m'a rattrapé en 15 minutes, puis une demi-heure après, je ne le voyais plus. Je ne l'ai plus jamais revu. C'est beau, la jeunesse, hein? Saint-Martin-Lacaussade. Hein? C'est des beaux petits noms, hein, que je vous fais découvrir. Donc, on a une pause panneau ici, sur la photo de gauche. C'est une vieille pub de boutique de vêtements. Ils ont fait faillite parce qu'ils n'ont qu'un seul vêtement à vendre. Bon, OK. Et puis, à droite, on a l'auberge pèlerine de Saint-Martin. Auberge Donativo, la seule que j'ai rencontrée. Donc, ça se trouve être en arrière de l'ancien bureau de poste qui est fermé. Donc, ça devait être la salle des employés. Il y a 4 lits. Il y a une toilette, douche, petite cuisinette, 4 lits. Et puis là, j'étais seul avec Athénaïs, qui, elle, a pris, comme on est en train de faire le pont du 1er mai, de la fête des travailleurs, avant l'ascension, avant la victoire du 8 mai, parce que l'ascension, ça, c'est plus tard. Donc, elle a pris 4-5 journées, à partir de Saint-Martin-de-la-Caussade, puis elle est rentrée chez elle à Bordeaux. Donc, 4 jours. Donc, on était tous les deux là. Un peu bizarre quand même, en tout cas. C'était bien sympathique, là, mais dans 2 personnes, un gars, une fille, dans le milieu de nulle part. En tout cas, j'ai fait attention. J'ai retenu mon souffle, pas dit trop de niaiseries cette journée-là. Entre Blaye et Lamarque, on prend un traversier pour traverser la Gironde pour arriver à Bordeaux. Évidemment, il y a des variantes. Moi, c'est ce que j'ai fait avec OSM AND, parce que je n'ai pas vraiment ressorti mon miam miam dodo. Ben, je le sortais pour avoir les numéros de téléphone, puis avoir des insides. Mais cette 33e journée-là, j'ai eu comme une fatigue mentale qui est arrivée. J'étais habitué d'être seul depuis 1 mois, puis là, les Français, là, vous connaissez les Français? Y en a-tu dans la salle des Français? OK. Tu sais, Monsieur de Lyon. Donc,
Vous n'avez pas votre petit chandail sur vos épaules avec vos souliers marins. Tout le monde est en vacances parce que donc et là vraiment ça m'a comme énervé. J'avais hâte de sortir de là pour me retrouver seul à nouveau. Pourtant ça dure 3/4 d'heure et puis Blaye c'est magnifique. C'était samedi, c'était journée de marché, mais là il y a trop de monde. Il y avait trop de monde pour moi là, tout d'un coup. Et puis, ben là, Margaux, là, on passe on est dans l'appellation Margaux, les châteaux Margaux. Donc, c'est un petit vignoble dans le coin de Margaux. Le village est mort, à part les tables puis les producteurs de vin. Et puis ça, ben, que voulez-vous, quand on y va au mois de mai, c'est normal que ça soit mort. Donc, je me suis quand même payé un bon lunch dans une bonne table là-bas. Donc, c'est vraiment une drôle de journée. Même mon sac à dos était tanné de moi. Il a pris une pause. Il n'était plus capable. Il dit, j'ai besoin de prendre une pause de moi. Et puis, vraiment à l'envers. Là, ça s'est replacé, rendu à Bordeaux, là, je vous dirais, parce que Pierre, un ami parisien qui est déjà venu au Québec, qui a marché Saint-Anne-de-Beaupré, Gaspé, avec moi en 2018. Il m'a accueilli chez lui, puis il y avait des problèmes cardiaques, puis il dit, bon, ben, je vais te rejoindre à Bordeaux, puis on va faire un bout à Bordeaux. Fait que c'était bien sympathique, parce que, bien évidemment, Bordeaux. C'est vraiment une belle place. Hein? C'est pas pour rien que Air Sardine a un vol direct. Bon, c'est pas pour accommoder les pèlerins qui s'en vont à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bordeaux, c'est magnifique. Donc, on a laissé le palais Gallien du 2e siècle, amphithéâtre romain de 22 000 places, un centre belle romain, site classé, avec un lotissement de fou. Et puis, ben, je retrouve Pierre, puis je René. Donc, on s'est rencontrés l'Auberge Pèlerin dans le vieux Bordeaux, ceux qui connaissent à l'Auberge Pèlerin. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis là, maintenant, ben là, je suis prêt à attaquer les Landes. Qu'est-ce que les Landes? Est-ce que tout le monde, les gens connaissent les Landes? Ah, on va voir ça dans 2 minutes. En attendant, on va regarder quelques jolies photos de Bordeaux. Dimanche après-midi, sur la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, à droite. Et puis, à Sainte-Cat, à Bordeaux. Donc, ils trouvent ça bien rigolo, les Bordelais, quand ils viennent au Québec. Puis, ah, la rue Sainte-Catherine. La Porte Caillot, la place des Quinconces. Et puis, encore la place des Quinconces, avec une fontaine qui a failli... une fontaine de bronze qui a failli être scrappée après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été sauvée in extremis. Magnifique. Et puis, là, je ne l'ai pas mis, là, mais j'ai une photo. C'était un tournoi, c'était à la place des Quinconces, il y avait un gros tournoi de pétanque à Bordeaux. Ça s'appelait évidemment Pétanque Days. On est en France, après tout. On a la Porte Saint-Jacques de Bordeaux et la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Et puis, pour nos amis pèlerins, ben, il y a le prieuré de Kayak qui est à peu près à 10 km à l'extérieur de Bordeaux. Donc, les gens qui arrivent à Bordeaux, soit qu'ils vont arrêter à l'auberge pèlerin dans le vieux Bordeaux, avec toutes les photos que je vous ai montrées tantôt, ou ils vont au prieuré de Kayak qui est à 10 km plus loin. Mais j'avais dormi à Bordeaux, fait que je n'ai pas arrêté là, mais c'est une belle grande auberge très connue aussi. Mais j'ai quand même pris une photo avec le pèlerin, là, c'est un classique. Donc, tu as une journée de 35 km pour allier le Barp à partir du vieux Bordeaux, surtout sur une route départementale. Pierre était fraîchement arrivé, donc il ne voulait pas faire 35 km. Il a pris le tramway qui l'a emmené au prieuré, puis on s'est rejoint au BAP en fin de journée. Donc, les Landes. Les Landes. Tu pars de Bordeaux, tu vas au BAP. Tu pars de BAP, tu vas à Mons, à Moustay, à La Bouère, à Larry, Thaler, Dax. Mais Mario, pourquoi que tu me montres? C'est parce que c'est les seules places où vous pouvez arrêter si vous décidez de faire les Landes. Les Landes, c'est la plus grande forêt de pins européenne. C'est un ancien marécage que Napoléon a eu. Napoléon avec un L majuscule, qui n'a pas d'affaire là. Napoléon a décidé de faire assécher. Et puis, c'est encore exploité comme forêt de pins. Donc, tout ça, là, aller jusqu'à Dax. Dax, on sort des Landes à ce moment-là. Donc, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Une semaine de forêt, de pins, marécage, sable. Quand c'est des chemins de forestiers exploités, ben ça va, le sable est tapé. Sinon, ben c'est du sable meuble comme ça, à la plage. Blue jeans sur la plage, avec le sac à dos. Donc, voici les Landes. Une semaine dans le sable tapé des chemins forestiers avec des pins en rang comme du maïs. Gros feu en 2022, rendant le sable meuble à plusieurs endroits quand on rencontre des bouts de forêt brûlés. Donc ça, c'est vers le Barp. Ah, et puis ça, c'est vers Mons. Donc, vous voyez, Barp et Mons. Une bonne différence, hein, entre les deux. Et à Moustet, qui est la troisième place dans les Landes, un autre ami breton, Gildas, qui me rejoint pour quelques jours. C'est un ami qui a vécu au Québec quelques années, qui travaillait chez Rio Tinto à Sorel. C'est un breton. Et puis il a fait du théâtre avec moi et puis sa femme il y a quelques années de ça. Ça fait déjà... donc, il est venu me rejoindre là. Et à Mousteuil, ben, on a la fameuse borne qui nous dit 1000 kilomètres. Et puis, il y a plusieurs pèlerins qui sont partis de Bordeaux avec nous. Donc, on est rendu à la 3e journée de Landes. Donc, les gens partent de Bordeaux, puis on fait les Landes. Donc, ce qui fait que des 6 pèlerins, il y en a juste 2 qui sont restés. Après, tout le monde a tombé au combat après 2-3 jours. Pourquoi qu'il y a un balcon au clocher? C'était pour la garde, les sentinelles, les soldats. Ils pouvaient voir l'ennemi. Alors, c'est pour ça qu'on a des balcons au clocher de certaines églises encore. Pierre à gauche et puis Gildas à droite. Donc, Pierre, malheureusement, il a été obligé de partir au bout de 4-5 jours parce que là, son dos, ça a été un gros truc, un gros deuil pour lui parce que 72-73 ans, il se rend compte que probablement que c'était la dent qui, malheureusement, n'est plus capable de fonctionner. Et puis Gildas à droite qui est resté avec moi là pour... jusqu'après les Landes. Et c'est donc, comme je disais tantôt, 2 personnes qui continuent, Bruno et Anne. À Pissos, dans la sortie d'un café, dans les Landes, on a rencontré Bernard, un Hollandais, qu'on va revoir plusieurs fois tout au long du reste du périple. Lui, il était parti de Tours aussi, mais c'est un... On va recréer ensemble la fable du lièvre et la tortue. Lui, il faisait 40 km. Ah, arrêtait 3 jours les ampoules. Il faisait 35 km. Ah, arrêtait. Donc, devinez qui est qui là, entre les deux. Donc, on va le revoir souvent. Et puis, dans les Landes, entre La Boire et Thaler, ben, le véganisme est assez compliqué au resto parce qu'on a assiette du terroir, gros jambon de coche des montagnes noires, jambon de magret séché, foie gras au canard naturel. Ah, il y a des asperges. Gésier confit, fromage de vache et confiture de cerise. Donc, il y a un légume et un fruit quand même. Ça, c'est les entrées. Puis, ben, il y a les différents foie gras. Puis, à droite, on a la stèle de l'hôpital Fosse-Guimbaud, qui a reçu des pèlerins du 11e jusqu'au 18e siècle. C'était à cet endroit-là. Et à Thaler, c'est comme la dernière village des Landes. On se retrouve... on voit régulièrement des ronds-points qui sont consacrés au chemin de Saint-Jacques, là, dans différentes villes. Et puis, si jamais vous connaissez Hervé Pochon, vous me parlerez le pédial Yolo de Thaler que j'ai rencontré. C'est un homme qui est devenu aveugle à l'âge adulte, et puis c'est lui qui fabrique les pizzas à la pizzeria. C'est assez particulier. Cagnotte, église de Cagnotte, 1145, 9 siècles. C'est fou que ça a 800 000 ans et que ça soit toujours utilisé. Moi, j'ai bien hâte de voir si je peux être encore là en 3100, voir ce qui va rester au Québec de 2000. Et puis, qu'est-ce qu'on voit au fond là-bas? Ben, c'est les Pyrénées! Donc là, actuellement, on se trouve être entre Sordes et Saint-Palais, en début des Pays basques. 2 religions, la Plotte basque et l'Église côte à côte. Accueil pèlerin de Saint-Palais. Ça, c'est la photo de droite, qui est un refuge franciscain. J'ai une chambre juste pour moi. Ah, c'est le fun.
Et puis, une variante du chemin de Puy peut vous amener jusqu'à Saint-Palais. Et puis, entre Saint-Palais et Ostabat, on rencontre la première montée tout de suite en sortant de Saint-Palais. C'est le fameux 400 mètres de dénivelé dont j'ai parlé il y a à peu près 1 heure. C'est là. Donc, après 1000 km depuis Paris, on se retrouve avec le 400 mètres plus haut. Donc, on commence à voir cette montée-là pratiquement en même temps où on arrive à la stèle de Gibraltar. Donc, tout le monde a vu cette photo-là, sauf que celle-là, c'est avec moi. Et puis, c'est là que le chemin du puits de Vézelay de Tours se rencontre. Donc, cette photo-là a été prise par un couple qui arrivait du puits. Donc, ils sont partis du puits, puis moi, je suis parti de Paris, puis on arrive à la stèle. En haut de la côte, c'est la chapelle de Soyars, avec une vue magnifique sur les Pyrénées, puis d'influence gaélique à cet endroit-là. Et puis, ben, si vous avez été entre Ostabat et puis Saint-Jean-Pied-de-Port, ben, ce décor-là vous rappelle certainement des trucs quand vous avez, vous aussi, fait le chemin. Donc, Pays Basque, Ostabat et Saint-Jean-Pied-de-Port. Ostabat qui est un choc parce qu'on se retrouve avec des pèlerins des 3 autres chemins. Donc, là, finalement, il commence à y avoir du monde. Là. À Ostabat, on s'est retrouvé 16 à table dans un repas communautaire. C'était la première fois. Et puis, là, on vous l'a rendu à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que je t'avais de me faire couper le micro. Dernière journée en France et dernier férié français, l'Ascension. Là, j'ai eu l'impression d'être à Tremblant, là, les petites madames avec les talons hauts, avec les petits chiens habillés, avec du lainage. Et puis, donc, comme je vous disais, 16 personnes à Ostabat à table, début de conversation avec Jorg, Elisabeth, Perry, Nelly, Maria, et que le pèlerin de Paris et d'Orléans est rendu à Dax, donc il est un peu en arrière de moi. Et puis, il y avait plus de 30 personnes. Là, vous voyez, là, moi, je fais la petite vidéo, puis je sais pas où l'accueil pèlerin. Moi, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port pour la première fois de ma vie. Vous allez voir que, oups, je vais passer à côté de la ligne. Oups, il va falloir que je recule encore une fois. Une des rares fois où j'ai reculé sur mon chemin pour pouvoir aller à l'accueil pèlerin. Donc, puis moi, j'ai dormi à l'auberge qui est juste en face de l'accueil pèlerin. Donc, on est le 18 mai, puis il y a du monde, là. On n'est pas encore en grosse haute saison, mais quand même. Donc, on est à Saint-Jean-Pied-de-Port. On reconnaît ça. Il y a un énergumène qui m'a empêché de prendre, qui était là pendant que je prenais une photo. Donc, deuxième étape. Saint-Jean-Pied-de-Port vers Roncesvalles, Roncevaux. Donc, j'ai pu prendre le chemin de la Croix-Thibault et de la Fontaine à Roland. Il faisait assez beau. Donc, on est rendu le 18 mai, donc la fin de semaine de la fête des Patriotes environ. Puis on est quand même passé de 20 degrés à 8 degrés en 2 heures. Et puis, ça, c'est mon premier monticule d'intention et de marque de passage sur des centaines, voire des milliers rencontrés tout le long du chemin. C'était mon premier monticule. Monticule Bedonden. Non, c'est pas ça. Donc, à gauche, on a la Croix-Thibault et puis à droite, la Fontaine à Roland. Donc, évidemment, là, le Camino Frances, je vais essayer d'accélérer le pas pour finir à 9h30 comme on me l'a demandé. Plusieurs personnes ont fait ce trajet-là, puis il y a des photos. Insérez votre pèlerin ici, clic. Donc, il y a ces photos-là qu'on va reconnaître, évidemment, que plusieurs d'entre vous connaissez. Et puis, la Fontaine à Roland, c'est la frontière entre la France et l'Espagne. Et puis là, on est au début de la descente vers Roncesvalles. À gauche, c'est le sentier forestier plus dangereux et à pic. Et à droite, on a la route de gravier qu'on ne voit pas sur la photo. Quand je suis rentré à Roncesvalles, j'ai eu vent qu'il y a eu des personnes qui sont blessées en chemin, qu'il a fallu appeler le SAMU espagnol. Le El SAMU. Je ne sais pas comment il s'appelle. La Garda nationale. Donc moi, j'ai pris la route. Puis il ne faut pas oublier que sur le Camino Frances, vous n'êtes jamais bien loin d'une route départementale. Fait que si le terrain ou la rocaille vous énerve, puis que vous êtes un Montréalais de naissance, puis que l'asphalte, ça ne vous fait pas peur, on n'est jamais bien loin d'une route secondaire ou tertiaire tout le long du Camino Frances. On continue notre descente vers Roncesvalles, et puis on va coucher là. C'était un truc, on se fait des montagnes, hein, pendant qu'on réfléchit, puis qu'on passe des journées à réfléchir. Ah! Les Pyrénées. Mais là, après 45 jours de marche, finalement,
Je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup, il y a beaucoup d'autres personnes plus jeunes et plus vieilles qui scilaient plus que moi. Donc, ça s'est fait relativement bien. Ah! Donc, disons que je prenais mon gaz plus facilement que la moyenne. Bon, voilà, c'est dit. C'est vrai, puisque c'est écrit dans le journal. Roncesvalles, la fameuse auberge de Roncesvalles, de pèlerins, où c'est l'industrie du pèlerin, mais c'est super bien organisé. Là, il y avait juste 250 lits d'occupés sur les 300 quand j'y étais. Il n'y a pas de monde. Moi, j'ai pris le repas j'ai pris la totale, j'ai pris toute l'outfit avec le repas au restaurant, buvette un peu à l'écart, puis c'est des tables de 10 personnes, donc on n'a pas le choix d'entamer des conversations. Ça a été fait avec plaisir. J'étais en manque un peu aussi, là. J'étais quand même longtemps seul. Donc, il y avait des Français, des Islandais, un Irlandais aussi. Et puis, en soirée, à l'auberge, ceux qui se connaissent l'auberge de Roncesvalles, les toilettes au bout des étages, c'est homme-femme, mais il n'y a pas de mur en haut. Hein. On entend les conversations de l'autre côté. Puis les Françaises qui étaient à la table disent « Ah, le Québécois qui fait le chemin de tour. Pff, vraiment, là, moi, c'est pas mon choix. Hein. Mais bon. » Bon, en bien ou en mal, mais parlez. Oh, franchement, j'aurais pas fait ça, moi. Oh, il y a d'autres chemins plus jolis. Mais bon. Ah, la photo, hein? Insérez votre pèlerin ici, ça c'en est une. Fait que le panneau routier au début de la journée, le lendemain, vers Urdanis, vous remarquerez la magnifique tarte à gauche du panneau. C'est le chapeau de pèlerin que j'ai acheté à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai acheté ça d'une Québécoise de Blainville qui tient boutique là-bas, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Fait que finalement, c'est petit le Québec, hein, au final. Alors du coup, au final, c'est petit le Québec. Urdanis vers Pampelune, donc c'est la citadelle de Pampelune, c'est très impressionnant. J'ai revu Bernard, là, hollandais, des Landes, qui est là depuis 2-3 jours à cause de différentes blessures. Là, fait que je l'ai rattrapé. Et puis l'auberge privée de Pampelune où je dors sera ma dernière réservation avant Santiago. Au bout de 2-3 jours à Pampelune, je dis « Hey, on va l'essayer, le petit pamphlet qu'ils nous ont donné à l'accueil pèlerin. » J'ai jamais regardé en arrière. C'est arrivé une fois que je me suis cassé le nez sur une auberge qui était pleine, puis j'étais à la deuxième. Et puis voilà. Donc, Pampelune, dimanche après-midi. Donc, là, c'est comme un petit bain en passant en avant des 3 filles qui sont ces 3 Canadiennes de l'Ouest. Donc, ces 3 Canadiennes. Et donc, moi, c'était comme finalement, depuis Bordeaux, que je n'avais pas vu autant de gens d'un seul coup. Fait que j'étais comme impressionné tout d'un coup à Pampelune. C'est beau, Pampelune. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, dans les buvettes, ça, c'est le petit côté de toc que j'ai à l'occasion. Il y a des chronomètres qui nous disent combien de jours, combien d'heures, combien de minutes qui restent avant que les taureaux sortent en ville. Mais ça, je l'ai manqué, c'était le 14 juillet. Et puis, je l'ai manqué. Donc, la Grande Place à Pampelune. Et puis, vous voyez, là, tout d'un coup, à Pampelune, là, c'est la siesta. C'est bon. C'est mon premier choc de siesta à Pampelune. Vous avez vu le vidéo tantôt où il y a plein de monde, puis là, 2 heures après. À gauche, ça me fait penser un peu au Vieux-Québec. Dans le Vieux-Québec, il y a un truc comme ça. Et puis, ça, je crois que c'est l'hôtel de ville de Pampelune à droite, mais je ne me souviens plus exactement. Ah! Mais là, j'ai déjà 7 amis. 3e journée en Espagne. 7 amis. Donc, il y a Bern, mon Hollandais. Là, j'ai pesé sur le piton. Je pense que ça va se mettre à défiler. Donc, Bern. Pierre, un Belge qui souffre de la maladie de Parkinson et puis qui a planté, c'est d'où les cicatrices qu'il a dans le visage. Monica, une Danoise. François. Moi. Pas Cyprien. Cyril. Et puis Néné et Yann et Néné, un duo père-fille qui était sur le chemin. Fait que c'est du monde qu'on va revoir souvent. Que j'ai rencontré à Pampelune. J'ai passé beaucoup de temps avec Cyril et François, donc les deux qui sont de chaque côté de moi. Donc, on est entre Pampelune et vers Punta l'Arena. Punta l'Arena, c'est aussi le point de rencontre. C'est quel chemin déjà qui arrive là?
Arles, merci. Donc, quand on passe par le col de Sonfort, par le chemin d'Arles, on arrive à Punta l'Arena. Donc, c'est une journée après Pamplune. Ceux qui prennent le dernier chemin français, celui qui est le plus au sud. Et puis, à la sortie de Pamplune, on a l'église de San Juan avec la croix de Malte, symbole des Templiers de l'ordre de Saint-Jean. Est-ce que je vais me retrouver dans un épisode des Rois maudits? Je ne sais pas. Et puis, à droite, on a la montée vers la Sierra del Perdón. Oh! Coquelicot. C'est joli. Donc, on est au 22 mai, à peu près 23 mai. Et voilà. Un pèlerin content. C'est pas une chaîne, là. Je ne suis pas enchaîné là, nulle part. C'est pas une laisse. Je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Je m'en suis rendu compte après la photo. Et puis, bon, on connaît tous cette photo-là. Et puis, les décors en s'en allant vers Punta l'Arena, le fameux pont de Punta l'Arena. Et puis, entre Punta l'Arena vers Estella, on a un cimetière sous clé. C'est pour éviter les évasions, j'imagine. Ah non, c'est parce que les anges sont occupés à nourrir les pèlerins gratuitement sur la droite. C'est pour ça qu'ils ont fermé le cimetière à clé. C'est peut-être à cause de ça. Et puis, on va retrouver les anges du chemin à 3-4 fois pendant le Camino Frances, au moment où je suis passé. Là. Tu déjeunes, puis là, 1 heure après, tu redéjeunes. Coudon. C'est vraiment très, très sympathique, ces tables-là, avec de la bouffe pour les pèlerins. Estella. L'église du Saint-Sépulcre d'Estella avec sa devanture. Et on quitte l'architecture romane et on s'en va vers le gothique avec ce type d'église. C'est à Estella que j'ai posté mon 1,5 kg de papier pour Boucherville et que je ne reverrai plus. Parce que la personne qui s'occupait de ma maison n'a pas vu le carton comme quoi qu'il y avait des livraisons de Poste Canada. Fait qu'au bout de 3 semaines, c'est reparti au bureau de poste d'Estella en Espagne. Fait qu'il y a quelqu'un qui a un miam miam dodo du chemin de Tours, édition 22-23, avec plein de papiers, de souvenirs que je n'ai plus. Mais bon, on va y retourner. Hop, pèlerin un peu dubitatif sur comment faire. Comment je fais, là? J'ai 2 mains. Là, je ne peux pas ouvrir le robinet parce que... Là, il y a quelqu'un qui dit « Prends donc ta coquille », c'était à ça que ça servait aussi pour écoper. Puis, mais bon, on a réussi à boire pareil un peu de vin chez Bodega CRH. Je ne veux pas contaminer ma gourde avec du vin quand même. Puis je veux pas en prendre 1 litre puis me mettre minable sur le chemin. Fait que, bon, le chemin est rempli de questionnements. Comment ouvrir le robinet avec les mains jointes? J'ai imploré le Saint-Esprit, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon. Cyril, ici sur la gauche, lui, a trouvé comment? Il a rempli sa gourde carrément de vin. Donc, lui, il a compris. Et puis, une bouteille de Perrier vide qui a servi de gourde. Donc, ça fait apprécier par la bande d'amis 2-3 jours plus tard. Il était tanné de traîner son 2 litres de vin qui traînait. Et puis, c'est Cyril ici plus tard dans la journée à droite. Quelques petits décors. Et là, on arrive à Los Arcos. L'église Santa Maria de Los Arcos, c'est celle qui m'a le plus impressionné. Un petit village avec une église aussi ostentatoire, rococo, ça m'a jeté à terre. Après cette visite-là, je me suis questionné sur le comment de toutes ces richesses. Hein. On sait malheureusement que les Espagnols ont pillé, ils ont été des grands conquistadors. Et puis, c'est complètement cinglé. Là, Los Arcos, c'est un village de peut-être 2-3 000 personnes. Là, puis, si jamais... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité cette église-là à Los Arcos? Oui. Hein? C'est... Moi, là, ça... Quand on dit que même les cigares d'orgue sont peinturés. D'ailleurs, après ça, j'ai comme décidé que c'était trop pour moi. Quand les églises ont commencé à charger des frais d'entrée, moi, j'ai dit non. Fait que vous ne verrez pas de l'intérieur de Burgos ou de Léon. On a assez donné au fil des siècles. En tout cas, ça, c'était mon éditorial. Je blague, mais ça, c'était un petit éditorial. Le lendemain,
Des fois, il faut se retourner vers l'est pour apprécier le soleil puis les souvenirs de toutes ces rencontres. Donc, le lendemain, en sortant de Los-Arcos, c'est le lever du soleil. Donc, c'est pas pire comme look. Donc, c'est le lendemain de Los-Arcos. Et puis, il faut revenir vers l'ouest pour penser à toutes ces vraies rencontres dues au moment présent. Cyril et François qui arrive toujours après moi. François avec son ukulélé, puis Cyril avec sa tante. Le garçon, dans son sac, il a sa tante. Il s'en est servi une fois au moins pendant que j'étais là. 4 filles de Bordeaux qui sont là que pour une semaine, mais à chaque pause depuis Estella, où nous nous sommes rencontrés, elles sont là pour profiter et goûter à cette liberté et partager avec nous. Héloïse et Simon, qui se sont rencontrés au puits et qui se greffent à nous, à cet amour naissant sur le chemin qui tiendra peut-être la route ou non, mais est-ce que c'est vraiment important? À tous ces Coréens qui réveillent les dortoirs des albergués à 4h45 et qui sont toujours là à 16h45 quand on part, sont encore là, sont pas partis. Bon. Et évidemment, nos amis les Américains, toujours un peu forts en gueule, qui viennent faire des photos dans les albergues municipales pour nourrir les stories Instagram. Ah ben oui, c'est vrai, j'aurais dû faire aller ça en même temps, oui. Donc, qui sait qui a déjà fait une petite vidéo de lui-même en train de marcher? Viana. En ville, on regarde moins où on met les pieds, parce qu'il faut toujours regarder où est-ce qu'on met les pieds. Hein? On peut lever les yeux et découvrir des corniches malades en bois sculpté. Et puis tout à coup, penser à nos filles, parce que c'est les mêmes fleurs qu'elles avaient après leur lit d'enfant. Le grogno. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Logroño tantôt. La dame... Ah. Donc, l'église de Santiago de Logroño est hommage aux pèlerins. On doit certainement dépenser suffisamment d'argent pour permettre à plusieurs commerces de vivre. Donc, les hommages aux pèlerins, c'est aussi bon que des généraux morts au combat ou un autre. Donc, on retrouve quand même plusieurs sculptures, plusieurs bronzes là, en hommage aux pèlerins un peu partout sur le Camino Frances. Et puis là, c'est le vin de Torres, El Viño del Torres. Vers la Hera, une petite pause panneau. Donc, Camino Santiago, combien de pèlerins que ce panneau a vu passer, parce que je vois, d'après le lettrage, avec des stencils, puis, donc c'est une pancarte qui date de plusieurs années. Et puis combien de fois qu'elle a été prise en photo? Je ne sais pas. Donc, encore la solitude qui frappe une fois de temps en temps, même là. Évidemment, pause musicale, au détour d'une courbe, on se retrouve devant des bardes modernes. Du coup, en bas comme l'autre, voilà. Pour la tonalité, ouais. Et puis, moi, j'ai pas vécu Ultrea. J'ai jamais entendu Ultrea du long du Camino Frances. J'ai entendu ça des centaines de fois. Ça, c'est le donc, c'est Cyril et François. Petit Périgrino porte sur son dos son gros sac à dos. Il y a tout ce qu'il faut pour boire, pour avoir chaud, pour dormir, pour faire dodo. Pour dormir, pour faire dodo. Petit Périgrino marche sur le Camino vers Santiago. Doucement mais sûrement, il prend le temps qu'il faut, comme un petit escargot, comme un petit escargot. Évidemment, Cyril est français. Il l'a traduit en anglais. Donc, il l'a fait en anglais. Donc, c'est Cyril avec la tambourine et François avec le ukulélé. Donc, on l'a entendu de toutes les manières. On l'a déjà entendu en métal dans un auberge qui avait des guitares électriques et des batteries. Je l'ai pas entendu 500 fois. Donc, c'était pas Ultrea pour moi, c'était Petit Pellegrino. Little snail, like a little snail, yo yo yo, like a little snail, yo yo yo, like a very little snail, little Pellegrino on the Camino to Santiago, yo yo yo, little Pellegrino on the Camino to Santiago, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Little Pellegrino, yo, yo, yo.
Donc, vous avez une bonne idée. Donc, c'était, comme je vous dis, c'était pas Ulterea, c'était celle-là pour moi. On est encore vers Nájera et on est rendu en Castille et Léon. San Juan Ortega, on est à la cour intérieure de l'ancien monastère où on a dormi. Roland est jamais bien loin, notre ami Roland. Et puis Cyril, malheureusement, s'est fait voler son sac banane au repas communautaire de cette auberge-là. Fait que j'ai essayé d'alléger l'atmosphère en chantant la chanson des pommes de terre. Je leur ai fait quelques rigodons québécois qui, évidemment, n'ont rien compris. C'était ça le but, de toute façon. Donc, c'était... Il n'y a pas de vidéo de ça, mais c'est ça. Cyril, c'était vraiment la seule mésaventure. Là, moi, en aucun moment, je me suis senti pressé ou sentiment d'insécurité. Là. Ça a vraiment été... comme du beurre dans le poêle, ces 3 mois-là, ça a été merveilleux. San Juan Ortega, et puis, pour ne pas oublier d'où l'on vient, faut pas oublier d'où on vient, on a une pause cône ici, le chemin est là. Bon. Petit déjeuner traditionnel sur le chemin, vous le reconnaissez, hein? Le bout de pain avec la tortilla de patata frita et puis café con leche, por favor. Donc, là, j'ai même eu droit à un Feliz Camino chocolaté sur le dessus de mon... Ça, c'est vers Burgos. 30 mai, il commence à faire plus chaud, comme vous pouvez le constater. Vraiment, là... Mais c'est quand même endurable, là. Une des premières apparitions de la cathédrale de Burgos, on est à l'auberge Pèlerin, qui est à 200 mètres de la cathédrale. Puis une journée de congé à cet endroit-là. Cyril garde sa bonne humeur malgré sa mésaventure. Là, il a changé de chapeau. Et puis à droite, on voit Héloïse et Simon au départ d'Héloïse. Donc ils sont partis ensemble du puits. Et puis elle, à Burgos, elle rentrait chez elle à cause de son travail. Il l'obligeait. Et puis Simon continuait avec nous. Et puis on a consolé Simon. Une partie de la bande à Burgos. Il nous manque les 2 Italiennes qui nous adoraient. Jorg, l'Allemand que j'ai rencontré à Estabat. 2 nouvelles Allemandes, Sandra et le nom m'échappe, Bern, Monica. Donc, ma décision de prendre une journée de congé à Burgos vient de la belle température et de soutenir Cyril dans ses démarches pour récupérer ses cartes et lui permettre de continuer son chemin. Température, il faisait beau en maudit cette journée-là. Photo obligatoire à Burgos. Les 3 mousquetaires, donc François, Simon, moi et puis Cyril. En fait, 3 semaines. On s'est rencontrés à Pamplune et puis on s'est séparés à Léon. Donc, c'est vraiment intensif là, comme rencontre avec ces garçons-là. Les cigognes aiment bien les clochers d'église ou les frontons de cimetière. Là, on est vers Hondias del Camino. À la sortie de Burgos, j'ai rencontré du brouillard, car il a plu durant la nuit. Une des 3-4 fois où il a plu en Espagne. Puis on débute tranquillement à la Meseta, cet espace que plusieurs redoutent à cause de la chaleur. Mais vous allez voir, c'est quand même assez vert là, pour un fin mai, début juin. Là. Vraiment, moi, j'ai pas souffert. C'est vrai que vers 14 heures, il fallait comme penser à arrêter, là, parce qu'on se sentait pareil sur le dessus de la tarte. Et puis... mais vraiment, là, ça a bien... Comment on dit ça déjà? Deux doigts dans... pour moi, ça a bien été. Hornios del Camino, une partie des gens à l'auberge, un autre lever de soleil. Donc ça, c'est le lendemain, après Ordinas del Camino. Ça, c'est probablement en s'en allant vers Castrolleris. Non, ça, c'est... Ça, c'est des ruines d'un hôtel du 14e siècle, de Saint-Antoine, Saint-Antone. Et puis, il y a encore une auberge, pèlerin dans les ruines qui est là. Les ruines du couvent Saint-Antoine du 14e siècle, puis une auberge disponible sur place sans aucune commodité. C'est ça, c'est vers Castrolleris. Un château en Espagne, donc ça existe. Si jamais vous posez la question, là, ceux qui n'ont pas fait le chemin encore, les châteaux en Espagne existent. Avec les coquelicots, c'est de toute beauté.
Tout semble indiquer que je vais monter 7 buts. Là, on est à peu près à 6h30 du matin. Je viens de quitter l'auberge de Castro Hieris, puis je m'en vais vers Fromista. Eh bien oui, je l'ai monté, cette butte-là. Donc, 200 mètres sur 1 kilomètre, 7h15. Déjà 200 mètres de montée. 1050 mètres, pour être plus précis. 1050. Donc, petite chaleur quand même sur le T-shirt. La meseta. Vous voyez, hein, c'est vert. Hein? Moi, c'est pas jaune. Je l'ai fait, c'était pas jaune. C'était vert. Oh, oups, jaune un peu. Carian de las Condes, finalement dormi dans une auberge paroissiale avec des Augustines de Colombie qui sont dans la trentaine, pas en nombre, mais en âge. Donc, c'est quand même surprenant. Il y a encore des endroits où il y a des jeunes personnes qui veulent entrer dans les ordres. Et puis, c'était à Carian de las Condes qu'on a appris le décès d'un homme italien qui a succombé en dormant. Je l'avais croisé à l'occasion sans lui parler. Donc, on a appris ça à cet endroit-là. Fait que ça fait partie de la vie. Coucher de lune sur la meseta et lever de soleil sur la variante romaine. Donc, j'ai pris il y a une variante romaine qui dure 2 jours, qui passe supposément où la voie romaine de l'époque passait. Oui, effectivement, il y a plusieurs pavés qui sont là. OK. Après la variante romaine qui ne remet que quelques pavés restant d'une autre époque, on approche de Léon, dernière grosse ville avant Santiago. On a eu un beau, c'est ça, c'est Casadilla de las Hermanillas. C'est l'endroit où on a arrêté la variante romaine. Là, je ne reviendrai pas derrière, là, mais on a le choix. On peut continuer sur le chemin principal ou prendre cette-là, puis on s'est retrouvé à Casadilla de las Hermanillas, là, une quinzaine de personnes. On a pris un repas communautaire, puis on était tout seuls. C'était un hameau de peut-être 300-400 personnes. Il y a un restaurant, une buvette, puis l'auberge Pèlerin. C'est tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Et puis, je me sens bien. J'ai réservé mon billet pour revenir sur Paris. Je ne peux faire moins de 25 km par jour pour honorer mon billet. Et puis, ma réservation à l'auberge de jeunesse de Paris. Donc, quand je suis fini mon chemin, je suis revenu sur Paris 5 jours, histoire de me remettre tranquillement au rythme normal. Bon, Paris quand même, ça ne fait pas suer, là, mais juste histoire de revenir un peu à la réalité. Donc, c'est les remparts de la ville de Mansilla de Las Mulas, et puis on arrive vers Léon. Léon sera pour moi l'étape où le sentiment de liberté totale sera le plus présent en dehors de la marche en solitaire. J'ai pris une dernière journée de congé dans cette ville où la fête fait partie intégrante du tissu social. Ceux qui ont été à Léon, vous savez probablement de quoi je parle. C'est vraiment... Puis là, nous autres, on a vraiment été gâtés. On a fait de belles rencontres. Et puis, c'est aussi la fin du partage avec plusieurs compagnons qui durent depuis 2-3 semaines. Sans être la fin dans les jours qui viennent, une sorte de bilan commence à germer à partir de Léon. La cathédrale de Léon... c'est à cet endroit-là que je laisse Cyril et François, avec qui je viens de passer les 3 dernières semaines depuis Pamplune. Je vais essayer de vous démontrer l'ambiance festive de Léon. On se retrouve par hasard dans une salle communautaire où une chorale répète. On arrive là grâce à la musique et au chant. Nous serons même invités à rester avec eux pour le repas de la soirée. Le couvre-feu de l'auberge Pèlerin m'a fait suer ce soir-là. Et puis... c'est ça, l'auberge des Bénédictines nous ramène malheureusement sur Terre, mais ils acceptaient quand même qu'on puisse passer notre 2e journée. Fait que bon, c'est admis-mal, mais... Donc, la Casa Botines de Gaudi, l'architecte qui a fait la fameuse cathédrale qui est toujours en construction en Barcelone. Donc là, on est sur le balcon de la salle communautaire où il y a un party, puis on est là. On est là, puis ils nous reçoivent, puis on est resté là pour le repas. Et puis on aurait pu dormir là, probablement. Là, c'est vraiment complètement fou parce qu'on a de la misère à se faire comprendre. Il y a une personne, un Français, qui fait la traduction parce que sa copine est espagnole, puis c'est de même qu'on s'est arrangé. Donc, ouais.
Donc, c'est vraiment, c'est juste un petit aperçu, là. Il y avait peut-être une cinquantaine de choristes, et puis leurs proches ont venu le revoir là, pour leur spectacle. Puis ça a été une soirée magique, vraiment, là, à Léon, au 3e étage d'un bloc appartement. Et puis là, ben, on sort de Léon. Les vieux couvents ou monastères se transforment en auberge pèlerine ou en musée. Ici, c'est les deux, mais l'auberge est 5 étoiles. Donc, c'est entre la sortie de Léon et puis la Virgin del Camino, l'église de la Vierge du Camino. Ah, ben la voilà. Donc, on a eu une mode d'église moderne aussi. Et puis, ben, il reste 300 km. On est vers Astorga. Et puis, ben, la flèche a le mérite d'être claire. Hein? C'est un par là. On s'en va par là. Astorga, une des 4 fois où il a plu en Espagne, place d'Espagne, et la cathédrale Santa Maria, où à côté, il y a le palais épiscopal de Gaudi, un autre bâtiment fait par Gaudi, à Astorga. Très beau, Astorga aussi. C'est la capitale du chocolat en Espagne. Donc, j'ai mangé du chocolat aux fraises qui était pas piqué des verres. Vers la Cruz de Ferro. À la Cruz de Ferro. Donc, j'ai pu me délester de mes cailloux. Donc, mes filles m'avaient donné chacune un caillou. Et puis moi, ben, j'avais mon caillou que j'avais eu ici lors du coup d'envoi. Donc, on a laissé nos cailloux à la Croix-de-Fer parce que toutes les fois que j'ai marché dans ma vie, que ce soit au Québec ou celui-là, c'était toujours pour donner des exemples de persévérance à mes filles. Fait que si le gros est capable de le faire, fait que toi aussi tu es capable de le faire. Fait que, donc, Ponferrada, je retrouve Simon, parce que là, Simon avait pris de l'avance sur moi, puis il mangeait ses bas, mais tout seul. Mais il avait rencontré une autre fille, mais bon, en tout cas, il me texte, puis il trouvait ça difficile d'être seul, puis moi aussi, fait que j'ai fait 8 km de plus pour aller le rejoindre. Simon, c'est le plus jeune des garçons. Et puis il y a comme une fatigue mentale qui se réinstalle là, depuis la Croix-de-Fer. La Croix-de-Fer, vous savez, c'est une étape quand même assez importante là, pour les pèlerins. Donc, Ponferrada et Pose-Pano. Donc, à Cacabellos, une jolie auberge avec une cour intérieure adjacent à l'église. Puis il fait chaud depuis 2 jours, il fait 28 degrés. Et puis sur le panneau d'une autre époque, à droite, pour le Camino Frances, le graffiti dit « Tiens-moi la main et emmène-moi au fond de ton cœur ». C'est le graffiti qui est écrit là-dessus. Pose-Pano toujours. Donc, on est rendu dans le Bierzo, pour les amateurs de vin, on est rendu dans le Bierzo, en Espagne. Et puis, à droite, ben, il y a une publicité subliminale avec la borne de 164,5 km en Castille et Léon. Donc, c'est par là qu'on va, il faut croire. Hein? On suit la flèche. Ah, je suis pas mal tanné de me virer les pieds sur des cailloux. Ça, là. Surtout quand c'est le pied qui verse à l'intérieur. À l'extérieur, quand tu es hyper lax, c'est pas trop grave, mais quand ça vire en dedans. Vers Ocebreiro, une petite journée, montée de 12 km pour profiter de la vue là-bas. Le garçon tient la forme, comme vous pouvez voir. Ça, c'est ma version, mais avec 35 livres en moins. Marcher 1800 km, ça fait perdre 35 livres, mais il ne faut pas arrêter parce qu'on le reprend. Donc, Ocebreiro, je retrouverai Monica, la Danoise de Pamplune, Bernard Landais, Juliette et Quentin de Clisson et Christina de Barcelone, une femme exceptionnelle, rencontrée à Astorga avec son amie Inès de Bilbao. Christina, quand on dit qu'on passe 3 heures avec un café sur une terrasse à jaser, puis que tout le monde tape du pied parce qu'on n'est pas parti, mais on ne s'est pas rendu compte de l'heure. Et toujours dans la montée, mais là, c'est la seule fois où j'ai vu des cavaliers sur le chemin, mais ces pèlerins avaient loué ces chevaux-là pour m'en faire la montée vers Ocebreiro. Donc, c'est la seule fois que j'ai vu on a vu beaucoup de crottins, mais pas de chevaux. Et puis, on rentre en Galice. C'est la stèle qui nous indique qu'on rentre en Galice. C'est la dernière région qui mène vers Santiago. Et puis, c'est une autre photo presque obligatoire hein, de cette pèlerine au repos. Là. On l'a vu plusieurs fois dans les guides ou dans les... Elle est souvent photographiée, cette dame. Et puis à droite, ben, c'est le bronze du curé Elias Valienia
San Pedro, c'est à lui qu'on doit la renaissance du Camino Frances, fin des années 70, début des années 80. C'est à lui qu'on doit la fameuse flèche jaune. Franco, le dictateur, est mort en 75. On a rétabli la démocratie. Et puis, lui, il s'est mis à peindre des flèches jaunes un peu partout. Fait que la Garda nationale dit « Qu'est-ce que tu fais? »« Ah, je suis en train de préparer une révolution. » Fait qu'il s'est fait interroger pendant plusieurs heures pour finalement que quelqu'un ait le hockey de l'archevêché ou je sais pas quoi. Non, non, il est correct. Il a fait une révolution. Effectivement, il y a 500 000 personnes par année qui s'en vont suivre la flèche jaune. Donc, c'est lui qui est la renaissance du Camino Frances. Lever de soleil à l'auberge. Et puis vers Samos. À gauche, on a un chêne de 800 ans dans un hameau avant Triacastella. Et puis, j'ai pris la variante vers Samos, à Triacastella, pour dormir au monastère des Bénédictins. Moi, c'est un truc que j'ai toujours, sans le connaître, finalement, il n'y a plus grand-chose de... En tout cas, moi, je n'ai pas vécu un pèlerinage très, très religieux. Pourtant, je l'ai cherché à plusieurs reprises, mais souvent, c'était pas disponible. Donc, Triacastella, une jolie maison avec des toits en ardoise. Et finalement, le monastère de Samos. Et puis, évidemment, moi, je pensais dormir dans une petite case de moine quelconque, avec un petit lit simple. Puis, évidemment, on a dormi dans les écuries, les anciennes écuries, comme on connaît les... Et puis ça, c'est l'église du monastère et puis la cour intérieure. Encore du chocolat. Cette idée. De la bière, du vin puis du chocolat. Faire un bout avec ça, on peut marcher. On ne fabrique plus d'alcool après un incendie parce que le bénédictin, c'est la bénédictine. Donc, là, ils ont fait sauter la baraque en 51, fait qu'ils sont mis au chocolat. Ils ont lâché l'alcool. Puis j'ai rencontré un Italien qui voyageait avec Constantin, l'homme qui est décédé. Ça n'a pas été facile pour cet Italien-là qui a perdu son copain. Sarria, la dernière place où on peut partir pour avoir une Compostela, on était à 110 km de Santiago. Et parce qu'on peut partir à 100 km, mais c'est comme la ville où qu'on peut rallier plus facilement. Puis c'est joli, Sarria, après l'austérité de Samos, là. Parce qu'entre Samos et Sarria, là, on est dans les montagnes, dans la forêt, on est vraiment dans un... On a l'impression d'être dans les Laurentides, finalement. Fait que, bon, dépaysement. Et puis, vous me demanderez ce que j'ai fait avec ces noix-là. Disons qu'un vieillard était heureux que je m'occupe de ses noix. Et puis, fête des pères égale chambre privée. 100 km, il n'y a plus le reste de la journée. Cette journée-là, jusqu'à Gonzar, on n'a pas sorti la caméra. À l'auberge Xunta, c'est les auberges municipales en Galice, quand vous voyez l'appellation Xunta. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Moi, ça faisait la job. C'est là qu'il n'y a plus de casserole depuis déjà un bout. Il y a déjà plus de casserole depuis un bon bout de temps. Et puis, j'ai rencontré Béatrice et Pierrick, un duo français frère-sœur, et Michael, un Allemand, qui vont être mes compagnons pour la dernière semaine de marche jusqu'à Santiago. 60 km, brouillard tout l'avant-midi. Encore la fatigue mentale qui me rattrape à nouveau. Toutes ces montées, ces descentes m'énervent. Tout ce qu'on veut visiter est fermé à cause de la siesta. Je ne vois plus les paysages. On enfile des journées de 30. On veut arriver. Le brouillard. C'est la plus grosse que j'ai vue de tout mon voyage. Elle devait avoir 6-7 pouces de haut. Oh! On avait déjeuné à une autre place avant, mais là, il fallait la reprendre. Hein? Vers Midillet, donc on voit Béatrice, Pierrick et Michael, l'Allemand. Et évidemment, la tortilla de patatas, c'est impressionnante. Donc, vers Midillet, vers Saint-Irène, 40 km, 2 des 3 photos prises dans cette journée-là. Donc, on avance. Tortilla, café con leche, pas le temps de niaiser. Donc, Sainte-Irène, c'est petit, 2 auberges, un resto. J'ai eu peur à un épisode de tic à cet endroit-là, à 2 jours de la fin.
il fait noir, ça se met à me piquer. Je me gratte. Purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais pogner des tiques à 2 jours de la fin. Puis là, finalement, j'entends demander. Ah, c'est des moustiques. J'étais content d'avoir des moustiques. C'était la première fois que j'avais des moustiques en France et en Espagne. Puis c'était pas des tiques. Ah, fermer la fenêtre, puis suer jusqu'au lendemain matin parce que la fenêtre a fermé, mais bon. Finalement, c'est ça. On est à 40 km. 10 km! Pas mal de monde sur le chemin. Avant de partir, je voulais arrêter à 5 km de la fin pour dormir à l'immense auberge qui avait été construite pour une visite de Jean-Paul II. Là, quand on voit la cathédrale la première fois, en hauteur, il y a une immense auberge de 300-400 lits. Mais ça avait l'air vraiment d'un bunker, même quasiment d'un camp de concentration. Puis là, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'épicerie. Puis il reste 5 km. Hein? Go! On y va. Surtout quand on voit pour la première fois les clochers de la cathédrale, là, c'est vraiment impressionnant. Fait que là, on veut y aller. Donc, après une pause, là, dans cette journée-là, en rentrant sur le chemin, j'entends « Mario! » C'est Thibault, le garçon que j'avais rencontré à Sainte, qui s'en va au Portugal voir ses grands-parents. À 5 km de la fin, on se revoit. C'est fou. Elle est là, elle est là, elle est là. Donc, c'est là. C'est là où il y a le fameux auberge dont je parlais tantôt. Là, puis... Donc, évidemment, ce panneau-là, ça peut être un autre panneau parce que là, rendu là, à partir de cet endroit-là, il n'y a plus de flèches. Il n'y a plus de panneaux. C'est juste le clocher qui te guide. En tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup de flèches après quand on recommence à descendre par là. Fait que, il y a du monde qui arrive par la gauche ou par la droite à la cathédrale. Là, c'est vraiment particulier. On se fie juste au clocher. Juste les clochers pour nous guider. Voilà. Bon. 22 juin, 13h20. J'arrive. À la cathédrale de Santiago. 1800 km et quelques. Je sais pas quoi penser, je sais pas quoi dire. Je suis juste content d'être arrivé, finalement. Alors, voilà, au moins il n'y a pas d'échafaudage devant la cathédrale. C'est déjà ça. Donc, Berne hollandais. On voit de jolies béquilles ici, là, de jolies cannes canadiennes. Il est arrivé 15 minutes après moi. Depuis Pissos, Et j'arrive. C'est sérieux? Tu dis, oui, j'arrive. Il est arrivé par l'autre côté. C'est Jörg, l'Allemand que j'ai rencontré à Ostabat, Sabrina et Sandra, 2 Allemandes à Pamplune, étaient avec Bernadette, je n'ai jamais su comment le prononcer, véritablement. Premier soir à Santiago, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la cathédrale, une autre fois. Et puis le lendemain, j'ai visité l'intérieur, puis comme promis, j'ai livré mes noix. Le vieux monsieur, un vieillard qui m'avait dit, Santiago, c'est ici. Il voulait que j'amène ça au tombeau de Saint-Jacques. Fait que j'ai livré ses noix comme on livre les cailloux à la croix de fer. Donc, le monsieur... puis, il m'a payé pour ça, hein. Une fois que... Je pourrais raconter ça beaucoup plus long, mais j'abrège. Je viens pour partir, il me repogne le bras, mais il y avait 2 cannes. Je ne sais pas comment il a fait. Il y avait 2 cannes, il me pogne le bras, puis les cannes n'ont pas tombé. Ça doit être une intervention divine. Puis là, il me poke sur le... Puis là, il me sort un bonbon à l'eucalyptus. Il me le donne. Il me fait comprendre, ça c'est ta paye pour t'occuper de mes noix. Fait que je les ai livrés. Simon Olivia arrive le lendemain en soirée. Plusieurs endroits dans la soirée pour fêter la Saint-Jean, parce que les Espagnols fêtent la Saint-Jean aussi. Ils ne dansent pas autour du feu, ils sautent par-dessus le petit feu. Ils font des petits feux de joie dans le milieu des rues, puis les gens sautent par-dessus.
C'est une belle excuse pour boire encore de la bière, du vin, manger. Donc, c'est merveilleux. Et puis, à droite, on a Hugues, mon Parisien, qui est arrivé le 24, donc 2 jours après moi. On a encore des contacts ensemble, Hugues et moi. Ben, encore plusieurs contacts. Là, Cyril et François, ils vont arriver le 27. Eux, ils vont aller jusqu'à Fistera. Le dernier coucher de soleil à Santiago pour moi, le 25 juin. Je n'irai pas à Fistera. Raison officieuse, je dis que je veux revenir pour y aller. Raison officielle, je suis juste tanné. Mentalement et physiquement de la routine pèlerine, là, après 80 jours. Là, Donc, eux vont continuer. Donc, via Tronesis, après Santiago jusqu'à aujourd'hui, ben, je suis revenu sur Paris jusqu'au 1er juillet. J'étais dans une auberge de jeunesse dans le 20e arrondissement, près du Père-Lachaise, 45 €, petit déjeuner compris, à volonté, fait que tu te cales ça jusqu'au souper. Donc, c'est pas loin du Père-Lachaise. J'ai revu Pierre et Monique, évidemment, mon ami parisien. J'ai marché encore dans Paris, ça ne se finit jamais. Et puis, bon, j'étais au musée puis au bistrot, puis je suis revenu doucement à la réalité, quoi qu'on est à Paris quand même. Et puis, une fois rendu à la maison, j'ai eu un blues qui a duré à peu près 1 mois, où je suis assis, puis j'ai pas vraiment bougé à part pour aller aux toilettes puis aller me coucher. Je pense que j'ai sauté des repas même, j'étais comme... Donc, si jamais vous n'avez pas fait de chemin encore, attendez-vous à une baisse de tout cet énervement-là. Là. Ah ben, j'ai repris mes 35 livres aussi. Et puis là, j'ai de l'arthrose dans un genou qui me dit bonjour depuis le début de 2024, mais bon, j'ai quand même été debout pendant 2 heures devant vous, c'est déjà pas pire. Et puis j'espère faire un autre chemin, là, probablement un peu court. On va voir comment est-ce que l'arthrose va aller. Et puis gladu.mario@videotron.ca, si jamais vous voulez m'écrire, vous avez des questions plus spécifiques sur le Camino Frances, évidemment, tout le monde le connaît bien, mais le chemin de Tours, qui est le chemin le moins fréquenté. Mais je sais, là, le mois prochain ou dans 2 mois, je crois, André, il y a Ron McCalchi qui vient faire, qui l'a fait lui aussi. Donc, évidemment, comme l'être humain a horreur du vide, allez-y, parce qu'il va être plein dans une couple d'années, le chemin de Tours. Donc, si vous voulez en savoir plus long, puis une version plus personnalisée de tout ça. Voilà. Bien, merci tout le monde.